Pour ceux qui s'imaginaient une fin de semaine plus discrète, la réalité a été tout autre. Ce vendredi à Manhattan, la salle d'audience n'a pas seulement résonné de témoignages, elle a dévoilé pièce par pièce le démontage méthodique d'une décennie de contrôle, d'humiliation et de manipulation. Au centre de tout cela, Cassie Ventura, enceinte, posée, vulnérable mais déterminée, elle a repris place à la barre. Sa voix douce a traversé la pièce, tandis que la défense implacable tentait de fissurer sa crédibilité. Leur arme, un enregistrement datant de 2014. Dans cet audio, Cassie, furieuse, menace de tuer un homme à cause d'une vidéo de freak-off. Des mots crus, brutaux, l'impact est immédiat. Le jury lève les sourcils, cette Cassie-là contraste violemment avec la jeune femme brisée mais digne qu'ils ont écoutée ces derniers jours. Mais Cassie ne réagit pas, elle baisse les yeux, respire, laisse passer la vague, parce qu'elle sait, ce procès n'est pas une question d'un instant d'égarement, il s'agit d'un schéma d'emprise qui a duré 11 ans. La défense, elle, change d'angle d'attaque. On scrute la chronologie, on la pousse dans ses souvenirs. Était-ce en août, en septembre? Êtes-vous certaine? Puis l'insinuation devient plus pernicieuse. Comment pouvez-vous affirmer avoir été violée par Didi alors que vous étiez déjà en couple avec un autre homme? Sous-entendu, une femme amoureuse d'un autre peut-elle vraiment être victime? Cassie reste droite. Sa réponse est simple, limpide. Oui, je l'aimais. Oui, je suis restée. Mais cela n'efface pas ce qu'il a fait. Le tribunal retient son souffle, pas d'esquive, pas d'émotion surjouée, juste la vérité nue. Alors la défense tente une nouvelle échappatoire, le trouble bipolaire. Et si ces accès de violence n'étaient que les symptômes d'une maladie, mais cette tentative d'humaniser l'accusé ne convainc pas. La salle entière ressent ce virage comme une manœuvre désespérée. Les procureurs, eux, ne se laissent pas détourner, ils recentrent immédiatement la discussion. Ce n'est pas l'histoire d'une relation toxique, ce n'est pas un chagrin d'amour, c'est une affaire de racket, de trafic sexuel, de coercition. Pour illustrer l'emprise, le ministère public dévoile de nouveaux SMS. Je suis perdu sans toi, écrivait Cassie à Didi. Pour la défense, c'est la preuve d'une relation consentie. Pour l'accusation, c'est la signature même de l'enfermement psychologique, car derrière chaque « tu me manques » se cache une menace non dite. Un piège affectif. Alors que le contre-interrogatoire se poursuit, la défense exhibe d'autres messages plus légers, presque intimes. L'un d'eux retient l'attention. « Je ne veux pas que ce soit notre dernier freak-off, je veux que ce soit le premier du reste de notre vie. » Un aveu de consentement, vraiment. Les procureurs dévoilent alors le contexte. Dans la même conversation, Cassie suppliait Didi d'arrêter ses pratiques. Le contraste est édifiant, le jury comprend, ce n'était pas de l'amour, c'était la survie sous emprise, le rythme s'accélère, les preuves s'enchaînent, le tribunal découvre alors les détails glaçants de l'incident à l'hôtel Intercontinental. Cassie raconte, ce soir-là, après une violente agression, elle a été contrainte d'envoyer des messages à Didi, comme si de rien n'était, des textos au ton léger, presque affectueux. Mais chaque mot était une tentative désespérée de calmer la tempête. Quand tu me défonces de la mauvaise façon, tu veux toujours me prouver que tu as le pouvoir de me frapper, lui écrivait-elle. Puis cette phrase, simple, déchirante, « Je ne suis pas une poupée de chiffon, je suis la fille de quelqu'un ». À cet instant, le silence s'est abattu sur la salle. Il n'était plus question de simples disputes de couple, ce n'étaient pas des querelles intimes, c'était l'expression brute d'une femme dépossédée de sa dignité. La défense tente de détourner l'attention. Il parle de jalousie, des frustrations de Cassie face aux déclarations publiques de Didi, affirmant que Kim Porter était son âme sœur. Pour eux, la source du conflit est là, un cœur brisé, mais encore une fois, l'accusation refuse de se laisser piéger. Ils remettent les faits au centre, pouvoir, contrôle, humiliation systématique. La salle découvre alors une facette plus sombre. Cassie révèle comment Didi faisait traverser les États-Unis à des escorts pour organiser ses freak-offs, dissimulant ses agissements sous des pseudonymes comme Frank Black. Elle raconte comment, un soir, il lui a montré une sextape. La menace était claire, « Si tu refuses de participer, je la publierai ». Pas de place au doute. La coercition était permanente, le contrôle total, mais face à ces révélations, Cassie reste digne. Lorsqu'on lui demande si elle rendrait les 20 millions de dollars qu'elle a reçus dans le cadre d'un accord, sa réponse fuse « Je les rendrai pour retrouver mon autonomie ». Le jury la voit vaciller, les larmes coulent, mais sa voix reste ferme. « Oui, il me battait pendant les freak-offs.
À cet instant, la salle d'audience n'est plus spectatrice d'un procès. Elle devient témoin d'un système de domination mis à nu. La défense, elle, continue d'agiter des écrans de fumée. Mais les faits, eux, s'accumulent. Un agent spécial de la sécurité intérieure vient à la barre. Il détaille la perquisition menée dans la chambre d'hôtel de Didi au parc Hyatt de New York. Les preuves sont accablantes. Sacs en plastique remplis d'huile pour bébé Johnson et Johnson, flacons d'astroglide dans la salle de bain, un sac Louis Vuitton contenant des médicaments sous le nom de Frank Black, des sachets de poudre rose, kétamine et ecstasy selon les analyses. 9 000 $ en liquide déployés sous les yeux du jury. Chaque objet raconte la même histoire, celle d'habitude inchangée. Malgré la plainte de Cassie, malgré le scandale médiatique, Didi continuait d'agir comme si personne ne pouvait l'arrêter. L'audience n'en avait pas fini avec les révélations. La dernière à se lever pour témoigner ce jour-là fut Dawn Richard, ancienne membre des groupes Danity Kane et Didi Dirty Money. Son récit, sobre mais percutant, apporta une dimension supplémentaire à l'affaire. Elle remonta à l'année 2009. Une scène d'apparence anodine, un petit déjeuner dans le manoir de Didi à Los Angeles, mais ce qui aurait dû rester un détail banal devint le déclencheur d'une explosion de violence. Dawn se souvint avec précision, un simple oubli, une maladresse, et la colère de Didi s'est abattue sur Cassie. Sans prévenir, il saisit une poêle remplie d'œufs et tenta de l'abattre sur la tête de la jeune femme. Cassie s'écroula. Didi, pris de rage, la frappa à la tête, au corps, la traîna au sol, brisant vitres et meubles sur son passage. Dawn, paralysée, n'osa pas intervenir, elle n'appela pas la police, elle avoua la gorge serrée. La peur nous glaçait tous. Pourtant, le plus glaçant fut ce qui suivit. Le lendemain de l'agression, Didi lança cette phrase aussi menaçante que glaciale. « Mieux vaut qu'on ne parle pas, des gens pourraient disparaître ». Dans la salle d'audience, l'impact de ces mots fut immédiat. Le poids du silence, le poids de la peur. La défense tenta de discréditer Dawn. Ils insinuèrent qu'elle cherchait l'attention, qu'elle avait attendu toutes ces années pour parler. Mais sa posture, la cohérence de son récit et surtout son refus de se victimiser rendirent leurs attaques dérisoires. Ce qu'elle venait de décrire ne relevait ni de la rumeur, ni d'un vague souvenir. C'était la confirmation d'un système, un schéma de violence qui dépassait le simple cadre de Cassie Ventura. Tout au long de la journée, la défense s'accrocha aux détails, les messages de Cassie, sa relation avec Alex Fine, les nuances de ses échanges avec Didi après les agressions présumées. Ils brandirent même la théorie du trouble bipolaire pour expliquer les comportements de l'accusé. Mais plus il s'évertuait à noyer le poisson, plus le ministère public dévoilait la mécanique sous-jacente. Il ne s'agissait pas d'humeur instable, il s'agissait d'un cycle de domination, de manipulation méthodiquement entretenue. Le jury restait impassible, du moins en apparence. Mais l'accumulation des preuves laissait peu de place au doute. Les drogues, l'argent liquide, les vidéos, les témoignages concordants. Tout convergeait vers la même conclusion, ce n'était pas une affaire isolée, ce n'était pas un simple scandale de stars, c'était l'exposition publique d'une omerta qui se fissurait enfin. Lorsque l'audience fut levée, un constat s'imposa dans le silence de la salle. Le lundi prochain serait un autre jour de révélation. Le témoignage de Dawn Richard n'en était qu'à ses débuts. D'autres voix attendaient de se faire entendre, mais ce 5e jour, lui, venait de marquer un tournant. Le 5e jour n'a pas été celui où tout a été prouvé, mais c'est le jour où tout est devenu limpide. Pendant des années, des murmures suivaient Sean Diddy Combs, des rumeurs de contrôle, d'abus, d'humiliation en coulisses. Rien de concret, rien de prouvé, juste des ombres derrière l'icône. Ce procès, lui, transforme ces murmures en faits. Le passage de Cassie à la barre s'est achevé ce jour-là, mais son empreinte, elle, résonnera dans chaque mot prononcé jusqu'au verdict. Elle n'a pas cherché à se présenter comme une victime parfaite, elle n'en avait pas besoin. La complexité de sa relation avec Didi, faite d'amour, de peur, de jeu de pouvoir, s'est dévoilée avec une honnêteté que les gros titres ne sauraient résumer. Puis Dawn Richard est venue renforcer ses paroles. Un autre récit, un autre visage, mais la même histoire. Un homme qui, pendant des années, a confondu amour et domination. La défense a tenté de détourner le regard des textos isolados, des incohérences de calendrier, des hypothèses médicales.
Le 5e jour fut un tournant et peu importe l'argent, l'influence ou les avocats de Didi, certaines vérités, une fois révélées, ne peuvent plus jamais être enterrées. Merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine.